bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour ce nouveau Webérisque. Je réalise que le précédent remonte à quelques mois, puisqu'on a eu le plaisir d'écouter nos collègues, notamment d'INRAE et de l'ADREAL en octobre dernier, autour du sujet des crues torrentielles. Un peu de temps s'est écoulé et ce matin, eh bien, on a le grand plaisir d'accueillir Félix Darve, professeur émérite à Grenoble INP, Université Grenoble-Alpes. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de présenter en détail Félix. Je pense que vous tous le connaissez très bien. Félix est très connu évidemment dans le monde de la géomécanique, dans le monde du génie civil, certainement un peu moins dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pourtant, ce matin, c'est bien d'intelligence artificielle dont il va être question. Cette intelligence artificielle, elle est tout autour de nous, on en entend parler chaque jour dans divers domaines. On mesure qu'il y a devant nous une révolution qui se prépare, peut-être est-elle même déjà en place, et auquel cas, chacun de nous, dans nos différents domaines, devons nous préparer et devons monter dans le train en marche. C'est un petit peu la même situation, on pourrait faire une comparaison avec ce que l'on a connu il y a une cinquantaine d'années, avec l'arrivée des éléments finis, qui ont révolutionné la manière de concevoir tout un tas de sciences pour l'ingénieur, telles que le génie civil et la mécanique des sols, la géomécanique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, de nouveaux challenges s'offrent à nous, de nouvelles opportunités, mais en même temps, c'est un domaine qui peut effrayer parce qu'il emprunte un mot intelligence, qui appartient à l'homme et pas à la machine. On a demandé à Félix ce matin de revenir sur ces différents concepts d'intelligence artificielle de manière à pouvoir réexposer les fondements de cette approche de manière très claire, très pédagogue, un peu, j'ai envie de dire, vous me passerez l'expression, l'intelligence artificielle pour les nuls, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas du domaine, mais qui mesurent bien qu'il y a un virage à prendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est évidemment un bouleversement profond de nos sociétés. Si on prend un point de vue historique, disons qu'on a eu la révolution agricole il y a 10 000 ans, la révolution industrielle il y a à peu près 150 ans, la révolution numérique autour des années 60-70, et puis aujourd'hui, c'est la révolution de l'intelligence artificielle qui va certainement être plus profonde pour nos sociétés que la révolution numérique, et je vais essayer de vous le montrer. Certains chercheurs considèrent même que révolution induite par l'intelligence artificielle sera aussi importante que la découverte du feu par nos ancêtres. Donc, il y a évidemment une révolution qui est en cours ici. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle autour de 3 points que je vais traiter successivement. Alors, si je peux avoir le slide suivant. Alors, bon. est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Pour passer le slide suivant. Ouh là 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 là, je le vois pas. Bon, donc ouais, ça va être compliqué. Donc trois parties. La définition de l'intelligence artificielle, puis pourquoi est-on à l'aube d'une profonde révolution, et puis je terminerai par qu'est-ce qu'on peut en attendre pour ce qui concerne les risques naturels gravitaires, étant entendu que François m'a signalé qu'il y aurait d'autres exposés autour de l'application pratique
de l'intelligence artificielle à cette question des risques naturels. Donc, vous voyez cet exposé comme une introduction à cette question. Donc, première partie, définition de l'intelligence artificielle. Alors, j'espère que James fait suivre les slides. Évidemment, je les vois pas. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a différents types sur le plan numérique d'intelligence artificielle. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle la plus classique, la plus largement utilisée. Cette intelligence artificielle repose sur deux aspects. Premier aspect, le développement d'un réseau neuronal artificiel. Et puis, deuxième aspect, on apprend à ce réseau neuronal artificiel de traiter un certain nombre de questions. Donc, je vais vous parler successivement de la mise en place de ces réseaux neuronaux artificiels et puis comment on peut leur faire apprendre un certain nombre de connaissances. L'idée initiale a consisté, donc c'est une idée initiale qui est ancienne, hein, qui date de 30-40 ans, qui a consisté à imiter le fonctionnement de notre cerveau. C'est pour cela que nous parlons de neurones artificiels. Donc, le neurone biologique, vous voyez, un certain nombre de ce qui est appelé dendrites, ordre de grandeur, 1 millier de dendrites arrivent sur une cellule donnée et sort de cette cellule neuronale donnée une seule sortie, c'est très intéressant, un axone qui va rejoindre d'autres neurones. Donc, vous voyez un neurone biologique tel qu'il fonctionne dans notre cerveau, un certain nombre d'entrées, beaucoup d'entrées, et puis une seule sortie qui, en quelque sorte, synthétise cet ensemble de données. Et c'est ce principe-là qui va être repris pour définir un neurone artificiel. Ordre de grandeur, 80 milliards de neurones dans notre cerveau. Et aujourd'hui, c'est une limitation. Dans le meilleur des cas, même si beaucoup de choses sont hyper confidentielles, dans le meilleur des cas, on atteint plusieurs centaines de millions de neurones artificiels, mais on n'atteint pas le milliard, tout au moins à ma connaissance. Je reviendrai là-dessus. Il y a là, pour l'instant, une vraie limitation. Alors, ces neurones artificiels, vous les voyez schématisés ici, donc avec des entrées, ce que l'on appelle des liens, c'est les traits noirs, qui rejoignent des neurones que l'on appelle des nœuds qui forment des couches, donc liens, nœuds, couches, et puis une sortie. Alors, l'intelligence artificielle a connu une première phase de développement dans les années 98, ordre de grandeur, puis il y a eu une phase de mise en veilleuse, je dirais, et puis un renouveau décisif il y a quelques années, quand on est passé de quelques nœuds à quelques millions de nœuds. Alors, dans les années 98, quelques nœuds et quelques couches, cela faisait des techniques d'intelligence artificielle une méthode d'interpolation parmi d'autres, et qui n'était pas meilleure en termes de rapidité ou autre, qui n'était pas meilleure que les autres méthodes d'interpolation qui existent. Les méthodes d'interpolation, vous en connaissez le principe. On connaît 2 points,
on les relie par une droite ou par quelque chose de plus compliqué. Et puis, quand on cherche à obtenir une réponse entre ces deux points intermédiaires, eh bien, la droite ou la courbe qui joint ces deux points nous donne la réponse. Donc, une méthode d'interpolation pas meilleure que les précédentes, et j'étais moi-même très critique quand, je vais citer un nom, j'ai vu que parmi les participants, j'avais des anciens doctorants et des anciens postdocs, donc ils vont connaître ce prof américain, Gaboussi, qui faisait de l'intelligence artificielle il y a donc dans les années 98, et pour lequel j'étais très critique parce que je ne voyais pas comment on allait pouvoir remplacer une loi de comportement par un algorithme d'intelligence artificielle. La situation a complètement changé quand on est passé à des millions de nœuds et à ce qu'on appelle le réseau neuronal massif. Donc, quelques millions de nœuds, c'est ce qu'on qualifie par deep learning, apprentissage profond. Et là, la situation a complètement changé parce qu'on s'est rendu compte que ce réseau neuronal massif devenait créatif. C'est là qu'est la raison de cette révolution constituée par l'intelligence artificielle, c'est l'apparition de cette créativité. Alors, je peux donner un exemple ou deux. Le premier exemple, c'est le jeu de Go chinois. Probablement que certains de vous connaissent bien ce jeu de Go, qui est un jeu stratégique, très différent des échecs, parce que aux échecs, l'ordinateur classique battait le champion mondial tout simplement parce que l'ordinateur pouvait prévoir 10 coups à l'avance, alors que le cerveau, ou 20 coups à l'avance, alors que le cerveau humain ne peut prévoir que 3, 4, j'imagine, 5, 6 coups à l'avance pour les champions du monde. C'était une simple question de mémoire. Le jeu de Go est un jeu stratégique. Le nombre de coups possibles est prodigieux. Ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 300. Donc, évidemment, un ordinateur classique ne pouvait pas faire le tour des coups possibles. Bon, on a appris le jeu de Go, c'est Stanford qui l'a fait en liaison, l'université de Stanford qui l'a fait en liaison avec Google. Et finalement, le code, je crois oui, il s'appelle AlphaGo. Le code AlphaGo a battu le champion du monde de Go. Bon, OK. Donc, avec de l'intelligence artificielle, on était capable de développer une vision stratégique. Par contre, là où les auteurs du jeu et puis la communauté a été stupéfiés, c'est que AlphaGo a développé une stratégie qui était inconnue jusque-là du cerveau de Sapiens. Donc, il a été capable de trouver une stratégie qu'il n'avait pas apprise. Donc, c'était une vraie prouesse de créativité qui, à l'époque, a stupéfié toute la communauté. Bon, depuis, il y a bien d'autres exemples. Je peux citer aussi un exemple célèbre. Deux laboratoires ont développé un code d'intelligence artificielle qui permettait à deux ordinateurs dans deux laboratoires différents de communiquer. Et puis, ils les ont, donc un code qui permettait des échanges d'informations entre deux codes implantés dans deux ordinateurs, dans deux laboratoires différents. Ils ont laissé les machines tourner. Et puis, au bout de quelques semaines,
les deux ordinateurs, dans chacun de leurs laboratoires, eh bien, avaient développé leur propre langage de communication, incompréhensible pour les chercheurs. Ils voyaient simplement des lignes qui passaient très vite sur les écrans, mélangeant d'ailleurs des lettres et des chiffres. Donc, voilà, ces deux algorithmes d'intelligence artificielle avaient réussi à créer par eux-mêmes un nouveau langage. Donc, première force de ces techniques d'intelligence artificielle, la créativité permise par le deep learning. Passons au deuxième point, l'apprentissage. Alors maintenant, ce réseau neuronal, il faut lui apprendre un certain nombre de connaissances, exactement comme oh là 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 là, exactement comme notre cerveau apprend, c'est-à-dire avec un certain nombre de cas pour lesquels la solution est connue. Alors, chaque lien qui rejoint les neurones, comme nous l'avons vu précédemment, est doté d'un poids. Plus le poids est important, cela signifie que plus l'information qui transite par ce lien est importante par rapport à la solution. Et les poids sur ces différents liens, donc sur ces milliers ou millions de liens, est défini par la connaissance d'un certain nombre de solutions. Donc, on a des données, pour ces données, on connaît la solution. Et le code apprend par une technique qui permet, à partir de la solution connue, de remonter aux données, et puis on affine les données obtenues en remontant des solutions avec les données qui ont été entrées. En affinant cette remontée à partir de la solution de la sortie connue jusqu'aux données, eh bien, progressivement, on ajuste la géométrie du réseau et surtout, on calcule les poids sur les différents liens. Alors, les méthodes mathématiques qui permettent cette remontée de la solution connue jusqu'aux données, c'est des méthodes, enfin, ces méthodes, elles se sont multipliées depuis quelques années. Il y a une bonne quinzaine de méthodes numériques qui existent aujourd'hui pour faire cette remontée. Les méthodes les plus classiques sont ce que l'on appelle des méthodes de rétrogradient. Le principe est simple, hein. Vous avez une courbe, une tangente à cette courbe, la tangente à la courbe, en un point donné de la courbe, va vous donner une idée de ce qui se passe au voisinage de ce point. Alors, en général, on utilise la tangente pour avoir une idée du comportement de la fonction au-delà du point. Mais bien sûr, la tangente vous donne aussi des informations en deçà du point sur la courbe. Hein. La tangente vous donne une idée de ce qu'est la courbe avant le point. Donc, c'est des méthodes de rétrogradient qui permettent ainsi de remonter à travers le réseau neuronal à partir de la solution connue jusqu'aux données. Et puis, quand les données correspondant à l'ensemble de poids est jugées correctes par rapport aux vraies données entrées, eh bien, on considère que notre réseau neuronal a appris est compétent. Mais notre cerveau fonctionne de la même manière. Hein. Le bébé, il apprend en faisant un certain nombre d'essais, en regardant comment ses parents, ses maîtres d'école
trouve des solutions. C'est le même type d'apprentissage. Et comme le cerveau humain, cet apprentissage profond débouche sur de la créativité. Nous allons tous, bien sûr, au-delà de ce que nous avons appris. Eh bien, le fait d'être passé à ces millions de neurones permet aux algorithmes d'intelligence artificielle, permet l'accès à cette créativité qui est bien sûr un point extrêmement important. Alors, au début, les données et les solutions associées qui permettaient l'apprentissage, les données, on les rentrait à la main. Aujourd'hui, c'est le code lui-même qui va chercher les données avec leurs solutions ou qui calcule les solutions correspondant à des données. Et bien sûr, pour nous, scientifiques, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre, de faire apprendre au code à partir de calculs numériques. Typiquement, pour une pente naturelle, une falaise, on a les codes numériques par la méthode des éléments finis ou par la méthode des éléments discrets qui vont permettre au code d'apprendre sans que nous ayons besoin de rentrer des données. Alors ça, c'est évidemment fantastique. On va coupler un code élément fini ou un code élément discret au code de, par exemple, à TensorFlow, qui est le code développé par Google, que vous trouvez sur Internet. Il est gratuit. Hein. TensorFlow est gratuit, open source sur Internet. Vous tapez TensorFlow, vous avez accès à ce code. C'est un très bon code. À Stanford, ils considèrent qu'en une semaine, un étudiant peut utiliser ce code. Donc, tout ça est assez facile d'utilisation aujourd'hui. Donc, vous couplez TensorFlow, par exemple, avec un code élément fini, un code élément au code élément, ou le TensorFlow va lui-même demander au code élément fini, au code élément discret, de faire un certain nombre de calculs menés à la rupture de la pente ou de la falaise qui vous intéresse, et puis ensuite, votre code aura appris le comportement de cette falaise, le comportement de cette pente. C'est ce que l'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Donc, deux notions que l'on voit un peu partout et qui est clair. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond lié à ce réseau neuronal devenu très complexe. Et puis le machine learning, l'apprentissage automatique qui permet de ne plus avoir à rentrer des données à la main dans le code. C'est le code qui va chercher lui-même ces données, soit dans l'Internet en général en sciences humaines et sociales, soit sur un plan pour nous. Alors, juste quelques éléments mathématiques, finalement, pour répondre à la question pourquoi est-ce que ça fonctionne? Évidemment, c'est le grand mystère. Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il aussi bien? C'est la même question. Hein? Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il aussi bien? Et pourquoi d'intelligence artificielle fonctionne-t-il aussi bien? Alors, je vais juste essayer quelques éléments de réponse. Bien sûr, cette question fondamentale est loin d'être
est loin d'être clarifié aujourd'hui. Il reste un certain nombre d'aspects non compris. Alors, quel est le problème que nous avons à résoudre? Bon, évidemment, nous avons des entrées et des sorties, et donc une relation entre ces entrées et ces sorties. Ces entrées et ces sorties, si on les reporte dans un espace approprié, alors si vous avez un million de données, bon, ce sera un espace à 1 million de dimensions, mais c'est pas un problème. Et puis, dans cet espace entrée-sortie, données-réponses, eh bien, l'ensemble des points connus que vous avez utilisés pour l'apprentissage, reliant les entrées et les sorties, ces points connus vont constituer une certaine surface dans cet espace, une certaine hypersurface, qui passera approximativement par tous les points connus ayant servi à l'apprentissage. Et puis, quand on posera une question, eh bien, on rentrera de nouvelles données et reporté sur cette surface, vous obtiendrez une solution. Alors, donc, cette surface est définie par un certain nombre de variables internes qui sont au-delà de la géométrie du réseau du réseau neuronal, qu'il faut bien sûr définir en fonction du problème que vous considérez. Les variables internes de cette surface seront constituées par les différents poids associés au lien du réseau. Et là, on voit tout de suite que, bien sûr, cette surface, elle sera bien définie si on a suffisamment de points entrée-sortie et si ces points représentent une bonne qualité de données, de mesure ou de calcul. Et l'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que par principe, face ne sera définie qu'implicitement, et donc l'utilisateur ne peut pas avoir accès à cette surface. Donc, si vous rentrez des points, des données qui sont biaisées, vous aurez une surface biaisée et donc un code d'intelligence artificielle qui vous fournira des réponses biaisées. Alors, si Félix, ça coupe un peu. Oui, attends, je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Alors, il y a simplement deux aspects que je voudrais évoquer rapidement pour tenter d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Le premier aspect, c'est que notre cerveau et le réseau neuronal artificiel ont une structure multi-échelle. Et cette structure multi-échelle est très intéressante parce qu'elle correspond effectivement à une structure que l'on rencontre de manière extrêmement générale dans la nature. Alors là, j'ai pris l'exemple du tas de sable. Bon, à l'échelle nano, c'est le cristal de silice au sein des grains. À l'échelle micro, les grains de sable. À l'échelle macro, le tas de sable. Et on voit bien à travers cet exemple que le changement d'échelle réduit le nombre de dimensions, mais, chose plus importante,
fait émerger de nouvelles propriétés. Évidemment, les propriétés du tas de sable sont liées aux propriétés du grain de sable et même de l'atome de silice au sein de chaque grain, mais d'une manière extrêmement riche en termes de développement. Il y a un prix Nobel de physique qui disait on peut étudier une brique indéfiniment, on n'arrivera pas à trouver les règles de l'architecture. Bon, c'est exactement ça. Quand on change d'échelle, on voit émerger de nouvelles propriétés et le réseau neuronal le permet. Le deuxième élément, c'est l'aspect invariance. À travers les couches du modèle, il y a bien sûr des liens qui vont avoir un poids négligeable. Donc, changer ces poids vont laisser invariante la solution. Eh bien, derrière cette propriété d'invariance, nous allons voir apparaître, c'est la slide suivante, nous allons voir apparaître des groupes de symétrie. Invariance et symétrie sont complètement liés sur un plan mathématique. Hein, si vous vous regardez dans un miroir, bien sûr, votre visage est invariant que vous voyez et puis votre visage lui-même. Eh bien, cette invariance se traduit par la symétrie de votre visage par rapport au miroir. Donc, derrière ces algorithmes d'intelligence artificielle, il y a des groupes de symétrie qui sont à l'œuvre et qui, à travers le poids des liens, fait apparaître une certaine géométrie efficace du réseau. Là aussi, le fait qu'il y ait des groupes de symétrie à l'œuvre dans un réseau neuronal rejoint une grande propriété de la nature qui est fondamentalement liée à des groupes de symétrie. Hein. On sait que les particules élémentaires, par exemple, sont très largement définies par ces questions de symétrie et la théorie des supercordes, peut-être que vous en avez entendu parler, est basée sur des notions de supersymétrie. Donc, de la même manière que l'aspect multi-échelle est avec une propriété fondamentale de la nature, cet aspect de groupe de symétrie est également en correspondance avec l'autre propriété fondamentale, caractéristique fondamentale de la nature. Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant. Pourquoi est-ce une si profonde révolution? Deuxième partie, mais je vais aller plus vite. Alors, on peut distinguer pour aller assez rapidement l'évolution des méthodologies scientifiques chez Sapiens. On peut distinguer 3 étapes. Grosso modo, jusqu'aux années 60, la science était basée sur du calcul scientifique analytique. C'est la physique que vous avez apprise quand vous étiez en collège et au lycée. On a un problème, on le formule par une équation mathématique simple, et puis que l'on a appris à résoudre analytiquement, explicitement au cours des années. Bon, la chute des corps, tout le monde a vu ça au lycée. Hein. On écrit F égale m gamma, la loi de Newton. On écrit le fait que le poids
est égal à mg, produit de la masse par l'accélération de la pesanteur, on égale les deux, m gamma g égale gamma. Premier résultat, la chute des corps est indépendante du poids de ces corps, très bien vérifié par la nature dans le vide. Et puis, gamma égale G, eh bien, D2X sur DT2 égale G, on intègre deux fois et on trouve la parabole représentant la chute des corps. Bon, voilà la méthodologie qui était à la base de la physique jusqu'aux années 60. Bon, révolution suivante, la mise en œuvre du calcul scientifique numérique à partir des années 60 et l'apparition des ordinateurs. D'immenses progrès ont été faits jusqu'à nos jours. Pratiquement, on peut dire qui peut être formulé par un système d'équations peut aujourd'hui être résolu numériquement si le problème est bien posé. Donc, évidemment, nous avons étendu d'une manière extrêmement importante les solutions issues de la physique dite linéaire à tout ce champ énorme de la physique non linéaire. Pour ce qui nous concerne, eh bien, par exemple, la déformation des structures, aujourd'hui, nous pouvons la traiter, la modéliser, l'appréhender sur le plan numérique avec les codes de calcul par élément fini. Et bien sûr, dans ce cas, aucune solution analytique n'existait. Mais depuis, disons, 2010, la nouvelle révolution dans le champ scientifique, nouvelle révolution paradigmatique, si je puis dire, dans le champ scientifique, c'est donc l'apparition des techniques d'intelligence artificielle. Et cette fois, on n'a plus besoin d'équations. C'est là qu'il y a un changement profond. Tout problème qui peut être résolu par accumulation d'expérience pourra faire l'objet d'une technique d'intelligence artificielle. Et bien sûr, la majorité des problèmes qui se posent à nous ne se traduit pas par un système d'équations. Souvent un exemple en hydrologie, on mesure les hauteurs d'eau autour de Paris avec des pluviomètres, et puis on veut calculer la hauteur de l'eau dans la Seine sous le pont Mirabeau, par exemple, au centre de Paris. Évidemment, on ne peut pas imaginer un système d'équations, et ce système d'équations n'existe pas, qui relierait les hauteurs d'eau mesurées dans les pluviomètres au niveau de la Seine sous le pont Mirabeau. Eh bien, ce problème-là est un problème particulièrement simple pour des techniques d'intelligence artificielle. On rentre simplement les données sur 50 ans qui relient les pluviomètres à la hauteur de la Seine sous le pont Mirabeau. Et puis, maintenant, ayant les pluviomètres, à un instant T donné, l'algorithme nous fournira avec une excellente précision la hauteur de l'eau. Alors, les domaines de l'activité humaine où ces techniques fonctionnent déjà, ils se multiplient pratiquement chaque semaine. Hein. Bon, là, je vous en ai donné une petite liste. La voiture autonome, diagnostic médical, les reconnaissances visuelles. Quand vous passez une frontière maintenant, eh bien, les codes d'intelligence artificielle sont capables de comparer la photo de votre passeport avec l'image numérique de votre visage. Et oui, c'est un bon exemple parce que on ne saura jamais répondre à la question comment l'algorithme caractérise-t-il
un visage. De la même manière qu'on ne sait pas comment notre cerveau caractérise un visage, probablement avec un certain nombre de dimensions entre les yeux, la hauteur du visage, la forme du visage. Bon, et bien là, de la même manière, ce logiciel dans les cabines aux frontières, ce logiciel est capable de sortir des caractéristiques de votre visage tel qu'il apparaît à travers une caméra numérique avec ce qu'il distingue sur la photo qui est sur votre passeport. Il peut se tromper, hein. J'ai fait l'expérience en passant une frontière. Si on ricane, il refuse de vous laisser passer, hein. Donc, mais enfin, c'est comme nous, quelquefois, on croit voir un ami sur le trottoir et puis on se trompe, ou bien au contraire, on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis 30 ans, il a vieilli et on ne le reconnaît pas. Bon, il y a les mêmes limitations. Alors, justement, sur ces limitations, bon, il ne faut quand même pas en conclure que ces techniques d'intelligence artificielle vont tout résoudre, hein. Il y a deux grands types de limitations qui sont très peu structurés, grosso modo, où il n'existe pas de solution parce que le problème a été mal défini. C'est des problèmes que l'on ne peut pas comprimer au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que l'on ne peut pas réduire comme notre cerveau le fait et comme le réseau neuronal doit le faire. D'ailleurs, un résultat très récent de mathématiques, hein, qui ont démontré cela, la faculté de comprimer un problème est équivalente, c'est quand même très fort, est équivalente à la capacité que l'on peut avoir à apprendre ce problème. Compressibility is equivalent to learnability. C'est très fort et c'est vrai aussi pour notre cerveau. Souvenez-vous, quand vous avez, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, quand vous avez appris de la géométrie au lycée, soit vous appreniez par cœur de géométrie, et pour résoudre un problème de géométrie, ce n'était pas possible. Vous n'y arriviez pas. Hein, les mauvais élèves n'arrivaient pas à passer d'un ensemble de théorèmes à une vision comprimée de la géométrie. Parce que vous étiez tous de bons géomètres, hein, bien sûr, scientifiques. Donc vous aviez des bonnes notes en maths. Vous aviez de bonnes notes en maths parce que vous étiez capable, votre cerveau était capable de rassembler un ensemble de théorèmes de géométrie de manière comprimée, qui vous donnait une vision intuitive du problème de géométrie qu'on vous demandait de résoudre, et vous étiez capable de le résoudre sans bien sûr lister les théorèmes. Vous aviez acquis une vision comprimée de la géométrie. Alors bon, l'autre limitation, c'est bien sûr les systèmes qui sont sensibles, que l'on appelle sensibles aux conditions initiales, où il n'y a pas de solution asymptotique sur le temps long. Bon, l'exemple classique, c'est la météo, hein. Tout le monde connaît l'effet aile de papillon. D'un papillon au Brésil va produire un orage sur Grenoble un mois après, et c'est strictement exact. Strictement exact. La météo est un bon exemple de système sensible aux conditions initiales. Donc, bien sûr, là, il n'y a pas de solution existante.
Alors, en introduisant des probabilités, on va pouvoir améliorer les prédictions de météo. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi pour dire que les prédictions sont correctes sur 3-4 jours avec des techniques d'intelligence artificielle qui sont déjà en œuvre, hein, l'armée américaine, etc. On va pouvoir passer probablement à 10 jours, mais pas beaucoup plus. Allez, je passe à la troisième et dernière partie qui sera rapide. Donc, les apports par rapport à notre domaine des risques naturels. Nouveau problème. Alors, il y a deux grandes classes d'applications. Première classe, c'est tout ce qui est machines intelligentes, en particulier robots. Donc là, ben, il y a déjà des progrès fantastiques qui sont faits, y compris concernant la robotique de chantier, qui avance très vite, en particulier en Australie et au Japon. Donc, il y a aujourd'hui des robots de chantier conscients de leur environnement qui fonctionnent, hein, qui sont typiquement capables de prendre des briques dans un tas de briques pour construire un mur. Donc, ils sont conscients de leur environnement, hein. C'est évidemment une grande avancée. Et puis, la deuxième grande classe d'application, c'est la question des big data, des grandes bases de données. Et là aussi, notre domaine technique est tout à fait concerné par ces grands nombres de données. Nous savons aujourd'hui mettre de très grands nombres de capteurs dans une pente pour suivre un glissement de terrain, sur une falaise, pour suivre sa stabilité, ou dans un ouvrage, un barrage, une centrale nucléaire, etc. Et la question est comment interpréter ces grandes bases de données. Alors, j'en dirai juste un mot, et puis je conclurai. Ouais, alors voici quelques exemples qui fonctionnent d'assistance par des techniques d'intelligence artificielle, mais tout ça évolue très vite, hein. Le chat GPT qui vient de sortir en est un bon exemple hors de notre domaine, mais quand même très convaincant, parce que Google nous avait fourni la bibliothèque universelle. C'était déjà fantastique. Donc, on pose une question à Google et il nous dit où est-ce qu'on peut trouver la réponse. ChatGPT, maintenant, c'est au-delà de la bibliothèque universelle, c'est l'expertise universelle. C'est-à-dire que vous lui posez une question qui peut être de nature extrêmement diverse, et il vous donne une réponse. C'est plus la bibliothèque où vous devez chercher votre réponse. Google, il vous dit sur quel étage de la bibliothèque chercher. Là, vous avez la réponse elle-même. Alors, pour terminer sur les risques naturels gravitaires, c'est déjà des outils qui sont très largement en place. Il y a le jumeau numérique de la pente naturelle que vous considérez, ou bien de la falaise dont vous devez examiner la stabilité. Donc, c'est un jumeau numérique basé sur des calculs par éléments finis ou des calculs par éléments discrets. Ce jumeau numérique, vous l'avez fait évoluer au fur et à mesure que les capteurs vous donnaient des informations sur l'évolution de votre pente
et l'évolution de votre falaise, eh bien, ce jumeau numérique va vous permettre de faire de l'apprentissage par rapport au code d'intelligence artificielle que vous avez utilisé, typiquement TensorFlow. Je n'ai pas d'action chez Google, mais il est facile d'utilisation. Il ne faut pas se hasarder à écrire vous-même un code d'intelligence artificielle. Les difficultés mathématiques derrière sont extrêmement redoutables, loin d'être résolues. Mais maintenant, ayant votre jumeau numérique, ayant un code qui aura appris le comportement de votre site naturel, et bien, par comparaison entre l'apprentissage numérique qui aura été fourni au code et puis les résultats des champs de capteurs, l'intelligence artificielle serait capable de sortir les anomalies. Et c'est bien, alors ça c'est très facile pour l'intelligence artificielle de sortir une anomalie parmi 1 milliard de données. Et c'est bien ce qui vous intéresse. Ce qui nous intéresse sur un glissement de terrain, sur un ouvrage d'art, etc., ou sur une route, c'est la micro-fissure non visible à l'œil nu, mais qui est le point de départ d'une dégradation à plus long terme. Et l'intelligence artificielle pourra sortir des anomalies qui ne sont pas ni détectables par le cerveau humain, ni même visibles par l'œil humain. Hein. En termes de diagnostic médical, l'œil humain qui avait beaucoup de mal à distinguer, par exemple, le démarrage d'un cancer dans le scan d'un ouvrage en comparant des nuances de gris, typiquement l'intelligence artificielle fournit très tôt un diagnostic très précis. Et finalement, entre des cellules cancéreuses dans un organe et puis le démarrage d'une fissure dans un ouvrage, si je puis me permettre, les différences vues par une technique d'intelligence artificielle sont tout à fait faibles. J'en viens à ma dernière diapositive. La prochaine frontière, c'est la question de la conscience. Alors, bon, il n'y a pas de consensus pour définir ce qu'est la conscience. Il y a différents niveaux de conscience. Hein. Il y a le premier niveau, c'est la conscience de son environnement. Donc ça, c'est un problème qui est résolu. Il y a des robots munis de suffisamment de capteurs pour qu'ils soient aujourd'hui conscients de leur environnement. Une autre de la conscience, c'est ce qui est appelé la reportability, c'est-à-dire la capacité à rapporter, il n'existe pas vraiment un mot en français, hein, la capacité à rapporter une situation dont vous avez été témoin. Bon, par exemple, j'espère que vous êtes conscient de l'exposé que vous êtes en train de suivre maintenant, et vous en serez conscient parce que en sortant de cet exposé, vous serez capable de dire à votre collègue, oui, j'ai écouté un exposé sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est une forme de conscience plus élevée, cette capacité à rapporter une situation, à prendre conscience
d'une situation. Donc là, il y a beaucoup de travaux, y compris de mathématiciens sur cette question-là. Ça avance très vite. Alors, quelle sera l'étape suivante du niveau de conscience qu'il faudra décrire pour retrouver les capacités du cerveau humain? Et ben, bon, là, c'est une question qui reste encore complètement discutée, mais il y a un très grand nombre de travaux du côté des biologiques qui étudient le cerveau comme objet cognitif en parallèle avec les travaux des mathématiciens et des numériciens pour développer ces algorithmes d'intelligence artificielle. Bon, dans les décennies qui viennent, nous allons très probablement avoir autour de nous des robots conscients. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser derrière ces développements à venir, mais ce sont des développements qui bougent extrêmement vite aujourd'hui. Bon, il est clair que les sapiens les plus brillants sont aujourd'hui concentrés sur ces questions-là, avec des moyens quasiment sans limite dans les laboratoires de Google ou dans les laboratoires chinois, étant entendu que l'Europe met également beaucoup d'argent sur ces questions-là, et Macron aussi, qui a créé 4 centres d'intelligence artificielle en France, avec de très gros moyens. L'un de ces 4 centres est sur Grenoble d'ailleurs. Bon, je vais en rester là. Je m'excuse encore de ces difficultés techniques de départ. J'espère quand même que vous avez pu suivre sans trop de difficultés, mais quel désastre de ne pas pouvoir se voir. Merci de votre attention. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me poser vos questions par email, parce que je vois que c'est midi 10 là et que le temps a passé. Merci à toutes et à tous. Merci infiniment, Félix. On n'applaudit pas, on est à distance, mais merci infiniment. C'était extrêmement intéressant et j'espère que cet exposé, son contenu qui est très riche, qui est très vaste, qui fait appel à beaucoup de notions, beaucoup d'aspects, des aspects même sociologiques, historiques. Il y a des perspectives historiques. C'est tout à fait interscience. J'espère que ça aura apporté tout un tas d'éléments de réponses ou de réflexions pour tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. On est évidemment désolé pour le retard qu'on a pris, qui est indépendamment et tout à fait indépendant de notre volonté à tous, et dû aux machines, justement. Félix, je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a des questions spontanées? Donc, on rappelle les règles d'usage. Vous levez la main de manière à ce qu'on vous identifie, et James vous donnera la parole pour que vous puissiez vous exprimer et poser votre question directement à Félix. Ok, donc on a Farid qui souhaite intervenir, donc je vais vous laisser la... Alors, Farid. Alors, Farid, c'est une belle surprise que tu sois là.
Oui, bah, Euh, justement, j'en ai profité. Je me dis, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu avec toi et François. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'écouter, mais un peu déçu de ne pas t'avoir vu. Donc, ben oui, c'est quel désastre, hein. non, mais c'était Bon, parfait. enfin, Honnêtement, c'était parfait. Je te remercie vraiment pour cette présentation très, très claire, hein. Moi, j'ai énormément de questions, mais je vais t'en poser une ou deux, hein. Une d'ordre un peu philosophique et une autre d'ordre un peu plus pratique. Quand on parle d'intelligence, moi, j'ai toujours, là, dans ton exposé, ça a suscité une ou deux réflexions. Déjà, chez les êtres humains, l'intelligence n'est pas la même. En gros, deux personnes auront deux intelligences différentes pour analyser le même problème. Ils vont résoudre le même problème, trouver la même solution, mais avec des biais différents. Peut-être parce que culturellement, on n'apprend pas de la même oui, façon. D'accord? Donc, je me dis, oui. est-ce qu'il y a une unicité de l'intelligence artificielle? Si c'est développé Ah, par... Vas-y, je ouais, t'écoute. ouais, c'est une excellente question, Farid. Eh bien, euh, ces codes d'intelligence artificielle vont se comporter exactement comme nos cerveaux aux uns et aux autres, c'est-à-dire que les réponses données dépendront totalement de l'apprentissage qui aura été fait. De la même manière que, exactement comme tu le dis, Farid, entre un individu et un autre, les réponses données à un même problème seront différentes parce que à l'école, il aura eu des profs différents, mais aussi au vu de toutes les expériences qu'il aura eues en tant qu'ingénieur, on va rester dans notre domaine, il aura acquis un apprentissage différent et il répondra de manière différente. Et bien là, de la même manière, ces algorithmes vont dépendre de la qualité de l'apprentissage. On a tous lu dans les journaux que si on apprenait dans le domaine des sciences humaines et sociales, si on donnait à ce type d'algorithme des textes racistes, eh bien, il allait donner des réponses racistes à une question qu'on lui posait. Donc, cette question que tu soulèves, Farid, qui est sur le fond la question des biais dans l'apprentissage, qui vont se traduire par des biais dans les réponses, et évidemment une question fondamentale aussi pour l'avenir de nos sociétés. Mmh. Et de la même manière que nous, si je puis me permettre sur un plan politique, nous avons mis à la tête de certains États, je pense à Trump, à Bolsonaro et autres, des cerveaux qui avaient été biaisés par par toute leur vie de politiciens. De la même manière, on pourra avoir des algorithmes qui vont répondre sur un plan politique de manière biaisée si l'apprentissage n'est pas correct. Ok, merci. J'ai là une question un peu plus pratique, c'est sur les problèmes qui nous concernent, la géomécanique au sens large du terme. Il y a plusieurs fois la notion de données qui intervient. Et moi, sur cette problématique, j'ai deux questions. Je ne sais pas si la première, si sera capable d'y répondre. Est-ce qu'il y a une taille critique pour une équipe pour pouvoir s'investir dans cette thématique-là? Ou est-ce qu'une personne seule peut se lancer dans cette thématique-là? Quel est ton point de vue là-dessus? Écoute, le logiciel de Google, il est vraiment très convivial. Donc, un étudiant, un postdoc, un doctorant peut se lancer. La difficulté, c'est rassembler les données. Oui.
Donc, rentrer des données à la main, c'est perdu. Il faut les rentrer numériquement, faire appel à un code. Et je vois, et je lis des articles dans la littérature, dans notre domaine, où les données, c'est 50K. Bon, eh ben 50K, c'est pas suffisant pour un bon apprentissage. De la même manière qu'un ingénieur qui aura traité 50 problèmes n'aura pas une vue assez large d'un problème donné, comme les tassements de fondation. 50K, c'est pas assez. C'est là qu'il y a une difficulté dans l'application à la géomécanique des techniques d'intelligence artificielle. Il faut avoir, je dirais, plusieurs centaines de données. Évidemment, le nombre de données dépend du problème, hein. Mais quelques dizaines de données, c'est pas suffisant. Alors, là, il y a une difficulté. C'est pas vraiment dans l'utilisation du code, c'est dans le recueil des données, c'est dans l'apprentissage. L'apprentissage est difficile. Oui, là, Comme pour nous, comme pour un ingénieur. Voilà, donc un bon ingénieur, il ne se forme pas en quelques heures, en quelques jours. Un ingénieur qui veut attaquer une nouvelle classe de problèmes, il lui faut de la formation continue, il lui faut des livres, etc. C'est la même chose. Et ton point de vue, parce que moi, c'est un frein, entre guillemets, moi je trouve que c'est un frein à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la géomécanique, c'est le peu de données que l'on a. Et je voulais avoir ton point de vue sur dans les années à venir, est-ce que tu penses que les industriels, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont quelques données, mais qui ne les donnent pas forcément, donc c'est du privé, donc est-ce que ça peut se démocratiser ou pas et pour enrichir toute cette base de données qui nous manque, quoi. Parce que en robotique, je comprends, c'est relativement simple, mais en géomécanique, on est un peu pauvre, quoi. Oui, il y a quand même deux situations, Farid. Par exemple, il y a les fibres optiques qui peuvent donner, tout de suite fournir des très grands nombres de données, et il faut trouver une anomalie. Mais je suis d'accord avec toi de manière générale, en géomécanique, il faudra qu'on passe par le calcul numérique. Alors, là aussi, il y a quand même une difficulté parce que les calculs par élément fini, tu sais ça parfaitement, Farid, le calcul par élément fini est biaisé parce que les codes sont loin d'être parfaitement réalistes. Les codes éléments finis sont loin d'être parfaitement réalistes. Les méthodes aux éléments discrets sont certainement plus réalistes. Par exemple, les codes aux éléments discrets sont certainement aujourd'hui en mesure de fournir des bases d'apprentissage pour des lois de comportement de manière assez simple et assez rapide. Probablement qu'on pourra remplacer, je crois que c'est déjà fait, remplacer les lois de comportement par un algorithme d'intelligence artificielle que l'on aura formé sur des calculs DEM. Alors maintenant, les calculs DEM d'une pente, d'un glissement de terrain ou d'une falaise, c'est encore difficile. En tout cas, si on fait confiance, si on considère qu'on a un bon code élément fini, qui est bien calibré, qui est bien validé sur un ouvrage, une structure ou un site naturel, eh bien, il faut faire apprendre le code d'intelligence artificielle sur cette base de données numériques. Et ça marchera très, très bien. Parfait. Mais je te remercie, voilà, Félix. Merci beaucoup Farid, pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée?
Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, James? Non, il n'y a pas de questions. Une question Bon, qu'on non, mais Oui. l'heure a passé. Oui, peut-être juste avant de conclure, Félix, une question que l'on peut finalement se poser, c'est l'intelligence artificielle est-elle capable de concevoir une théorie? Tu as partiellement répondu en précisant que dans le jeu de Go, l'apprentissage avait conduit finalement à voir émerger des modes de raisonnement qui n'avaient pas été appris. Est-ce Ouais, que François, on peut imaginer ouais. un jour que l'intelligence artificielle soit capable de concevoir en fait une théorie? Ah, oui, c'est une très bonne question. C'est une question fascinante. Il y a des éléments de réponse. Euh, il y a des laboratoires qui travaillent sur cette question-là. Évidemment, tout ça est ultra confidentiel, mais ce que je sais, c'est que il y a déjà des codes d'intelligence artificielle qui sont capables de démontrer des théorèmes. Ça, c'est déjà assez fascinant. Quand on leur a appris un domaine mathématique donné, qu'on leur a défini ce qu'était une démonstration, il y a des théorèmes qui peuvent être démontrés. Mais oui, François, il y a déjà des physiciens qui considèrent que l'intelligence artificielle sera un jour, mais un jour assez proche, capable d'apporter des réponses sur des problèmes complètement ouverts aujourd'hui, comme la matière noire, l'énergie noire. Bon, je sais que la NASA travaille avec Stanford de manière hyper confidentielle sur ces questions-là avec des techniques d'intelligence artificielle. Les physiciens ne comprennent pas ces questions de matière noire et d'énergie noire. Bon, peut-être que l'intelligence artificielle sera capable de fournir des réponses ou au moins des éléments de réponse, mais c'est fantastique quand on évoque ces questions-là. Ça renvoie, bon, c'est effectivement, c'est captivant, c'est interpellant. Ça renvoie aussi à tout un tas de questions qui sont d'ordre éthique, sociétal, et qui renvoient à notre propre humanité, à son devenir, à sa place. Donc, c'est extrêmement intéressant. Sans doute qu'un jour, on pourrait être amené à peut-être poser ces questions plus largement et adresser la question de l'intelligence artificielle au travers d'un workshop un petit peu plus large, avec un panel également plus large, de manière à entrevoir aussi toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les conséquences aussi que cette intelligence artificielle peut avoir. Voilà, donc il n'y a évidemment pas de point de vue arrêté sur cette technique. Je me souviens toutefois, j'ai une citation qui me revient en tête. Un physicien, je ne sais plus lequel, avait écrit par rapport à la modélisation numérique et la simulation numérique surtout, avec un regard quelque peu critique. Prévoir n'est pas expliquer, prévoir n'est pas comprendre. La simulation numérique permet de prévoir, mais elle ne permet pas pour autant de comprendre. Et donc, je m'interroge parfois à la place de l'intelligence artificielle. Est-elle finalement simplement un outil qui permet de mieux prévoir, de mieux estimer un état, ou est-elle un outil, l'intelligence, est-elle un outil capable de créer, capable de se substituer complètement à l'esprit humain
et d'aller effectivement un petit peu plus loin. Voilà, c'est juste, c'est un commentaire, une question, un questionnement personnel, un commentaire que je partage à l'issue de ton exposé, Félix, qui était extrêmement captivant et pour lequel on te remercie infiniment. Cet exposé sera suivi d'autres interventions autour de l'intelligence artificielle. On a souhaité aujourd'hui avoir le point de vue de Félix pour ouvrir de manière tout à fait large et pédagogique sur ce champ immense. Dans les sessions suivantes, on essaiera de focaliser un petit peu plus près du sujet qui nous concerne au sein des risques, c'est-à-dire celui des risques naturels. À noter qu'effectivement, on avait, Félix posé la question en tout cas a abordé la question des lois de comportement. On a eu le plaisir d'accueillir Ioannis Stefanou au mois de juin dernier dans le cadre d'un Wabirisque, au cours duquel, effectivement, il a bien été question de l'usage de l'intelligence artificielle pour traiter du comportement mécanique des matériaux. Donc, on saisit bien, en fait, tous les enjeux qu'il y a pour nos domaines scientifiques. Voilà. James, je propose que l'on arrête peut-être notre Wabirisque maintenant. Un immense merci encore une fois à Félix qui est intervenu dans des conditions techniques un petit peu compliquées. Donc, doublement merci, Félix. Et merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'au bout. Encore désolé pour ces quelques minutes de retard et ces difficultés techniques. Et au plaisir, évidemment, de vous retrouver très vite à l'occasion d'un Wabirisque. Merci beaucoup.